Et c'est Eric qui se fait le relais de nos questions à distance. Voilà, je me fais le relais de quelques questions à distance. Il y a pas mal de questions sur le marché du gaming à travers vos interventions successives. Je vous les pose toutes ensemble et puis ensuite vous vous répartissez les réponses. Là, il y en a 5 exactement. La consommation du jeu vidéo tendant vers le streaming avec abonnement. La conception des jeux va sans doute suivre, comme l'ont fait les séries avec Netflix, etc. N'y a-t-il pas un risque d'appauvrissement du média? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quid du financement participatif pour les studios indépendants, pour qu'il y ait une diversité dans l'éclosion de studios indépendants et le développement de studios indépendants. La troisième question, qui est plus ponctuelle, pourquoi Second Life n'est pas devenu aussi énorme qu'espéré? Quatrième. Non, ça risque déjà d'occuper une partie. Non, mais vous pouvez peut-être grouper. Les deux dernières sont petites. Quatrième, ces jeux développés pour booster le tourisme, comme il a été dit tout à l'heure, dans certaines régions, sont-ils rentables? Et enfin, une question un petit peu générique. Faut-il être le premier à avoir abordé un domaine dans le jeu vidéo, ou ailleurs, notamment dans le jeu vidéo, ou bien plutôt le second pour capitaliser et durer? Voilà. La dernière question, alors, a atteint une ampleur artistique inégalée. Alors, je vous propose qu'en effet, on en prenne, si vous voulez répondre... on se donne quelques 5 minutes, 10 minutes pour répondre à ces questions-là. Je veux bien répondre sur tout ce qui est souscription, modèle d'abonnement. C'est une tendance générale. Est-ce que le modèle d'abonnement, finalement, a appauvri la création? Alors, Netflix est peut-être critiqué, n'empêche que il y a la création aujourd'hui de séries, elle a explosé. Aujourd'hui, c'est aussi Netflix qui permet à certains films d'exister alors que d'autres producteurs ne les financeraient pas. Donc moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un appauvrissement de la création au global dans le cinéma ou la télévision à cause des modèles de souscription. Il y a peut-être une différence, une évolution, mais il n'y a pas d'appauvrissement en tout cas. Dans le jeu vidéo, on a une évolution d'usage qui a toujours existé. On est passé, on l'a dit tout à l'heure, on vendait une galette physique. On est passé au digital, on est passé d'un produit à un service. Quand je travaillais au marketing, le jeu était développé pendant quelques temps, puis le marketing se mettait en branle. Le jour où le CD, le DVD ou la disquette arrivait en magasin, c'était terminé, on passait à autre chose. Et les ventes se faisaient dans les 3 premiers mois, et après on n'entendait plus parler des jeux. Aujourd'hui, un jeu sort, on garde des équipes de développement, on garde des équipes marketing. Le jeu est devenu un service, on sait qu'il y aura tout le temps des contenus supplémentaires, c'est pas seulement des équipes qui viennent corriger les bugs, c'est des équipes qui viennent créer des contenus supplémentaires, des lieux, des modes de jeu, etc. Et on a complètement changé les business models. Ça va aussi avec une évolution dans les business models, dans la façon dont les gens consomment. Ça peut être de l'abonnement, on l'a testé, là on a lancé notre propre service d'abonnement au mois de septembre. Il est possible que ça prenne le pas sur la consommation qu'on a aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi ça changerait la création. Je voudrais dire quelque chose qui est d'ailleurs un contre-exemple à ça. Quand j'ai commencé à travailler sur le jeu vidéo à la fin des années 90, en 2001, quand on a ouvert l'école, on nous disait les jeux vidéo, c'est fait pour des adolescents boutonneux et il faut faire des first-person shooters qui coûtent très cher. À l'heure actuelle, il y a le monde des indépendants. Alors les indépendants dans le jeu vidéo, c'est pas la même chose que les indépendants dans le cinéma, mais c'est quand même le moteur de la créativité du jeu vidéo n'a jamais été aussi riche. C'est pas eux qui sont riches, c'est le nombre de productions, mais c'est la même chose dans le cinéma. Les créateurs indépendants ne sont pas des gens riches et le jeu vidéo s'est ouvert à une forme de créativité qu'il n'y avait pas à une certaine époque, à travers parce que les éditeurs classiques avaient besoin de toucher un autre public. C'est né avec Nintendo et les consoles dans les années 2005. On voulait toucher. Et donc, on a dit à des gens, mais faites des jeux différemment. Ils ont commencé à faire des jeux différemment. Et donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que la créativité va en baissant.
Et alors pour revenir sur la dernière question, finalement, être le premier, ouvrir la voie, ou être le second et profiter de la voie qui a été ouverte par d'autres, est-ce qu'il y a une stratégie gagnante plus que d'autres avec ça? Il ne faut pas être le troisième. Il ne faut pas être le troisième. Il ne faut pas être le troisième parce que le premier a eu tous les ennuis mais est devenu célèbre, le deuxième est devenu riche et le troisième il tire la langue pour courir après le deuxième. Quelles étaient les autres questions, Eric? C'était à peu près tout. Hein. Il y avait une question sur comment remplacer, quand nous serons tous gamers, comment remplacer les présentations PowerPoint. Et là, les dernières présentations ont largement répondu à la question. Je peux répondre sur les jeux touristiques. On m'entend? Oui. Non, ils ne sont pas rentables. Hein. C'est pas rentable. En fait, les régions ou les musées font ça pour... alors, ils peuvent être rentables s'ils font venir un public supplémentaire. C'est le cas du pays Qatar. Mais... J'ai compris qu'ils capturaient le public, c'est ça? Oui, pour essayer de capter le public, pour pas qu'il s'en aille. Donc, essayer de le faire migrer d'un lieu à un autre et de le retenir le plus longtemps possible. Donc le retour sur investissement, il peut se faire sur les entrées dans les différents musées ou les différents monuments. Mais indirectement, ça peut être rentable sur l'image aussi que se donne une région ou l'image que se donne un musée, etc. C'est-à-dire que un musée, c'est pas forcément financier, mais c'est immatériel. Et exactement, un musée qui crée quelque chose d'innovant, il va faire parler de lui, on va en parler dans la presse, donc ça va aussi attirer là aussi du public, et c'est pas des ventes directes, mais c'est plutôt indirectement que la valeur peut se créer. On parle beaucoup dans l'économie numérique, on parle beaucoup de l'économie de l'attention. Et c'est effectivement d'arriver à capter et d'entretenir cette attention, cet engagement. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, ce qu'on est en train de dire là. C'est que le jeu vidéo est partout et va rentrer dans des tas de modèles économiques qu'on n'imagine pas. Il y a des chaînes de télévision, je ne nommerai pas, qui produisent des jeux vidéo. C'est pas pour faire de l'argent en les vendant. C'est parce que c'est leur image de créateur qui est à travers leur financement de ces jeux. Et pour un coût relativement modeste, en particulier par rapport à la production audiovisuelle, ils arrivent à avoir une image auprès de certaines communautés de créatifs, de gens comme ça. Et donc la retombée, elle est, si on essaye, quand on parle de la monétisation, ce qui a tué le terme transmédia que j'aimais beaucoup, c'est qu'on a tout de suite parlé de la monétisation du transmédia. Si vous mesurez la monétisation d'une série télé, c'est pas de cette façon-là qu'il faut compter. Je voudrais vous donner deux exemples d'autres partenariats que j'ai faits. Un, c'est avec le Grand Palais, qui fait des cours d'histoire de l'art et de l'architecture, qui s'appelle Histoire d'art. Donc, ils font des cours qui sont grand public, qui sont payants. Et là, dans leur cycle de cours, cette année, ils vont avoir 3 cours sur Assassin's Creed. Un sur la Renaissance italienne, un sur la Révolution française et un sur l'Antiquité. C'est des cours qui sont développés par des historiens, par les profs identifiés par le Grand Palais, mais les illustrations, c'est des illustrations qui viennent de nos jeux. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui le jeu vidéo est considéré, en particulier la série Assassin's Creed est très ancrée dans la réalité. Ça c'est un exemple. L'autre exemple, c'est ce qu'on a fait avec les Invalides. On a développé un escape game en réalité augmentée sur le thème d'Assassin's Creed aux Invalides. Alors moi, quand j'ai visité les Invalides, je devais avoir 12 ans. Je pense que ça a duré 20 minutes. Je me rappelle d'avoir vu un peu un tombeau, un truc, ok. Voilà, enfin, ça ne m'a pas marqué en gros. On a développé un escape game qui dure 90 minutes, où chacun, en fait, on y va en groupe. Donc déjà, c'est une activité de groupe, familiale. On y va, on a son téléphone avec une app qu'on a installée. Et là, tout est en réalité augmentée, ce qui fait qu'on est très attentif au lieu et on vient chercher les indices. Comme Eric l'a montré tout à l'heure, on vient chercher des indices, on vient répondre à des questions, on progresse, on monte, on descend 50 fois dans ce bâtiment des Invalides. Moi, je ne savais même pas que c'était fatigant en fait, de visiter les Invalides. En fait, ça peut l'être quand on monte et on descend 50 fois. On a accès à des endroits auxquels le grand public n'a pas accès, donc en plus, on se sent privilégié. Et on vit une chose qui est différente et on est beaucoup plus engagé. Et quand on fait cette visite, on s'en rappelle. On a un engagement supplémentaire. On se rappelle de cette visite, et là, pour le coup, on est sur une activité qui est centrée sur un seul lieu, qui est en AR, donc on n'a pas énormément de création, comme on peut l'avoir, par exemple, en réalité virtuelle. En AR, on ne vient que superposer sur la réalité, finalement. Donc, en termes de création, ça coûte aussi moins cher que du jeu vidéo classique ou de la réalité virtuelle. Et là, on est sur des activités qui peuvent être tout à fait rentables.
J'aimerais juste rajouter une chose sur les business models et le fait que le streaming ou l'abonnement, ça va tuer. L'innovation, ça a lieu aussi quand il y a des contraintes. C'est ce que moi, je dis à mes étudiants en ce moment, c'est une chance qu'ils ont. Parce que ça bouge tellement vite, les petites sociétés sont beaucoup plus aptes à s'adapter, à trouver des nouvelles idées, de monétisation. Donc on ne va pas s'arrêter à l'abonnement et on va faire de l'abonnement pendant 20 ans et ça ne va plus changer. Je suis persuadée qu'on a découvert les Game as a Service. Il y aura d'autres choses qui vont venir, qui vont permettre de gagner de l'argent de façon différente. Et c'est là où le jeu vidéo est vraiment très innovateur parce que ça bouge tellement vite qu'il faut trouver des nouvelles solutions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle à propos? Parce qu'on a pris les questions du public à distance. Merci beaucoup Eric d'avoir consolidé. C'est niveau. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Ah, il y avait une question. Ah, ça y est, deux questions. Donc bonsoir, j'aimerais juste reprendre la question du financement participatif qui a été posée dans le Bcast. En gros, la question était autour que c'est une industrie dominée par Ubisoft, EA, Gameloft, qui génère la majorité des revenus, alors que le reste de l'industrie est dominé par des indépendants, c'est des joueurs. Et donc, pour vous, le financement participatif est-il une solution qui résout les problématiques de financement, de visibilité et de création de jeux vidéo et qui permet de donner des opportunités à ces studios indépendants? Alors, moi j'ai lancé il y a 6-7 ans un financement participatif, un des premiers d'ailleurs studios indépendants en France qui l'a fait sur Kickstarter. Et on s'est planté. On s'est planté parce qu'on avait à l'époque demandé beaucoup trop d'argent par rapport à la communauté qu'on avait créée. Et comme l'a dit, je crois, Odile tout à l'heure, d'abord, avant de se lancer, il faut créer sa communauté. Et pour créer sa communauté, ce qui est difficile des fois dans le jeu vidéo, c'est que tant qu'on n'a pas un prototype, c'est difficile de communiquer sur un jeu avec une vidéo, un trailer, surtout certains types de jeux. Et notamment, nous, on se lançait dans un jeu d'aventure. Un jeu d'aventure, il a pas quelque chose de spécifique au niveau du gameplay, il a quelque chose de spécifique au niveau de l'univers, au niveau de l'histoire qu'on raconte, de la façon dont on va interagir avec les personnages, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a peut-être des genres qui sont plus adaptés que d'autres sur ce genre de plateforme. Après, je pense que c'est, par rapport à la somme qu'on avait demandé, je pense que ça peut être un complément, mais on peut s'appuyer, il n'y a pas qu'Ubisoft dans la vie, il y a aussi d'autres éditeurs qui sont un peu moins importants, mais qui aident à la production indépendante. Et puis, il faut... Pardon ? Il y a des aides, évidemment. On peut d'ailleurs rappeler qu'en France, on a un système d'aide qui a permis, justement, In Memoriam n'aurait jamais vu le jour sans l'aide du CNC, qui nous a permis de faire un prototype, et puis après, de convaincre Ubisoft avec notre prototype, etc. Donc, il faut essayer de cumuler tout ça, et aussi d'aller dans des genres qui ne sont pas forcément des genres qui intéressent des gros éditeurs. Donc des jeux de niche, des choses... moi j'ai un assistant qui a créé sa boîte il y a 2 ans et qui est en train de gagner très très bien sa vie avec un jeu, ce qu'on appelle une graphic novel, un jeu de drague pour les filles. Ça me rappelle d'ailleurs un peu la période d'Alexandra Lederman. Il y a comme ça des niches qui permettent à des jeux de sortir du lot. Alors ils ont fait 3 millions de téléchargements en 1 an. Et ça leur rapporte, je crois, 25 000 € tous les mois, maintenant. Voilà, donc, alors évidemment, c'est peut-être pas le jeu dont on rêve quand on sort de l'école, mais on peut peut-être, grâce à cet argent qu'on a gagné, en faisant ça, investir sur un jeu un peu plus, qui correspond un peu plus à ce qu'on aurait souhaité faire. Je vais rajouter le modèle des coproductions aussi, qui à mon avis... Alors, tout ce qui est sur crowdfunding, c'est vrai, il faut avoir une communauté d'abord. Ça peut être une chance pour des petits, mais c'est pas facile non plus. Mais il y a aussi le modèle de la coproduction que les gros studios savent très bien faire. Ils savent déjà entre eux coproduire. Et je pense que pour les indépendants, ça va être aussi un moyen
de faire des plus gros jeux et de les financer différemment, donc de prendre de différents pays. Nous, on est en train de travailler avec Stéphane sur de la coproduction franco-allemande. Il y a des films franco-allemands depuis 20 ans qui existent et qui se financent comme ça. Et pourquoi pas faire des jeux franco-allemands? On en a déjà fait un ou deux où on a participé à ce genre de financement. Et il faut chercher aussi des nouvelles solutions. Il y a une dernière question. On a à peu près une demi-heure de retard, mais je pense que c'était important et merci encore pour ces témoignages, d'aller un peu plus loin dans les échanges. Merci, bonjour. Je n'étais pas là au début, donc je ne sais pas si vous avez abordé ce point, mais vous allez voir dans ma question. Est-ce que vous croyez au fait que les machines, les consoles vont disparaître au profit de serveurs de jeux et qu'on jouera donc à distance? Et si oui, est-ce que vous pensez que le PC disparaîtra également, qu'on ne sera plus qu'avec un clavier, un écran, avec tous les logiciels à distance? Ou est-ce qu'au contraire, le PC se renforcera auprès d'une catégorie de gens et qu'on aura une scission non plus joueurs PC, joueurs console, mais joueurs avec machine et joueurs sans machine? Merci. On annonce la mort du PC en jeu depuis 20 ans déjà. Moi, je suis un très vieux de l'informatique. Je suis arrivé dans l'informatique quand j'étais étudiant. C'était IBM qui était le principal constructeur. Il y avait des gigantesques machines et les gens accédaient aux machines à travers des terminaux lourds ou légers. Et l'informatique comme ça. 20 ans plus tard, après une phase où on a eu les machines intermédiaires, on est devenu aux ordinateurs personnels et petit à petit, on a fait disparaître les grosses machines. Et maintenant, on est en train de revenir à la période où il y a des... Parce que c'est pas propre au jeu, hein. L'histoire, c'est l'ensemble de notre univers numérique qu'on est en train de déclarer. Et on est en train de revenir à l'inverse, c'est-à-dire nous avons des terminaux légers qui sont nos téléphones, et puis tout le machin est dans le cloud gaming dans le Nord pour réchauffer raisonnablement la planète. Qui aurait prédit ça il y a 30 ou 40 ans même avec la boule de cristal qu'on a vue tout à l'heure, je pense qu'on n'aurait pas pu prévenir. Donc, est-ce qu'on peut dire que on va... La seule chose qui est constante, c'est qu'on a des mains avec une taille variable, qui sont à peu près comme ça, des yeux qui sont comme ça, et tant que le truc n'est pas directement branché sur notre cerveau, il nous faut un appareil qui ergonomiquement remplit une taille et une forme que je peux manipuler. Maintenant, est-ce que 80% du calcul se fait dans la machine et 20% derrière, 50%, 60%, ça changera. Qu'est-ce que sera un ordinateur dans 20 ans? Il y a peut-être quelques grands savants informaticiens qui ont une idée de ça, mais c'est quand même un problème assez ouvert. Oui, c'est marrant, les retours, la roue tourne et... On a démarré le jeu vidéo avec les salles d'arcade et j'ai déjeuné aujourd'hui avec un gars qui est en train de créer des salles de e-sport avec des super ordis. Donc les gens achètent la partie en ligne, ils arrivent, ils ont un code, ils rentrent dans une espèce de cabine ou avec des potes, ils viennent et on recrée finalement des sortes de salles d'arcade quand même des décennies après, quoi. Donc c'est marrant les cycles. Peut-être qu'il y aura... et ça cartonne. Hein. Il m'a dit il est en train d'en développer énormément. Il a une première salle qui cartonne, donc il en développe énormément à côté.